Donc bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Émeline Aupier, je suis responsable conseil chez Cap Collectif. Je suis accompagnée d'Agathe, responsable clientèle, qui animera plutôt le chat. Et je suis accompagnée d'Emma, que je te laisse te présenter. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Emma Delière et je suis chargée de mission à la ville d'Amboise, en charge de la participation citoyenne. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, donc je vais faire une brève introduction pour rappeler un peu qui est Cap Collectif et les facteurs clés de succès d'une démarche de participation qu'on a identifié avec tous les démarches lancées au sein de Cap Collectif. Ensuite, le moment tant attendu, le retour d'expérience d'Emma, donc de la ville d'Amboise. Et après, évidemment, un temps de questions-réponses. Et comme je l'ai dit juste avant, l'objectif, c'est aussi voilà, de voir retour d'expérience pour ceux qui mènent déjà des démarches pour échanger nos bonnes pratiques, nos inquiétudes, voilà, tout ce qui est permis. Si vous souhaitez poser des questions, donc vous avez un petit bouton questions-réponses sur votre écran. Sinon, vous pouvez poser directement dans le chat si vous ne trouvez pas ce bouton. Donc, avant de commencer, Cap Collectif, c'est une entreprise pionnière de la Civic Tech et notre mission, c'est vraiment d'accompagner les décideurs pour faire évoluer les modes de décision vers plus d'inclusion et vers plus de transparence. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'on existe. À peu près, on a accompagné voilà, à peu près de 600 décideurs, collectivités comme associations, gouvernements et entreprises. Donc, au total, ça fait à peu près 1500 projets participatifs qu'on a accompagnés. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a construit ces quatre facteurs clés de succès d'une démarche. Donc, le premier, c'est l'implication du décideur. Ensuite, le sujet abordé par la consultation, l'accessibilité de la démarche et les finalités de la démarche. Donc, par exemple, le facteur premier, c'est un décideur impliqué. Donc, est-ce qu'il est à l'initiative de la consultation? Comment il va s'impliquer dans cette consultation? Est-il favorable? Et ensuite, est-ce qu'il est ouvert à prendre en compte les résultats de la consultation? Et c'est lié au quatrième facteur clé de succès que je vais vous présenter après. Là, on a deux exemples. À gauche, on a le président du département du Gers, voilà, qui était là au moment du lancement du budget participatif et qui a fait une communication sur ses réseaux sociaux pour montrer qu'il était en faveur du budget participatif, qu'il était impliqué. Et donc, du coup, ça donne du poids et de la légitimité à la démarche de participation. Et ensuite, on a le même exemple avec la ville de Pessac, donc avec le forum du budget participatif en présentiel. Voilà, donc encore une fois, ça montre l'implication des décideurs politiques. Ensuite, le facteur central qui est le sujet abordé par la consultation. Quelle est la marge de manœuvre qu'on a sur le projet? Donc, du coup, en quoi la participation citoyenne va améliorer ou pas le projet? Quel est le niveau de priorité pour vous, pour être sûr d'embarquer les équipes nécessaires à la réalisation, en tout cas à la mise en place des démarches de participation, mais c'est surtout quel est le niveau de priorité pour les participants. Est-ce que c'est un besoin qui avait été identifié au préalable, etc. Et ensuite, évidemment, le lancer au bon moment. Ensuite, le troisième facteur clé, c'est l'accessibilité de la démarche. Donc, on parle de pédagogie. Est-ce qu'on a donné toutes les ressources nécessaires pour participer? C'est pour ça que c'est important, par exemple, de vulgariser les projets d'aménagement, d'éviter le jargon technique et de s'assurer que, voilà, que tout le monde a les ressources nécessaires pour participer. Ensuite, évidemment, le plan de communication. Est-ce que vous allez toucher un grand nombre? Est-ce que c'est plutôt un public spécifique? Et donc, la communication va avec la mobilisation et toutes les démarches du aller vers. Est-ce qu'on va mettre en place des modalités de participation pour aller chercher un public qui est loin de la participation? Par exemple, les personnes en QPV, les personnes allophones, les jeunes, etc. Et ensuite, les finalités de la démarche. Est-ce qu'on a identifié les finalités de la consultation? Donc, encore une fois, hein, qu'est-ce qu'on attend du participant, des citoyens? Et est-ce qu'on prend des engagements au préalable avant de lancer sa démarche de participation? C'est toujours mieux de prendre des petits engagements qu'on tient que des gros engagements qu'on ne tient pas. Donc, là, il y a une série d'engagement pardon, qu'on peut faire. Donc, par exemple, ça peut être la publication d'une synthèse, ça peut être de répondre aux contributeurs
par exemple, qui ont leurs contributions ont le plus de votes. On peut aussi rencontrer les contributeurs, organiser des débats, associer les parties prenantes dans la mise en œuvre du projet participatif. Voilà, donc on peut imaginer plein de formes d'engagement selon la démarche qu'on va lancer. Et les quatre sujets qu'il faut avoir en tête quand on va lancer une démarche de participation, c'est quel est l'objectif à atteindre, du coup quel public on vise, quel temps on a aussi pour organiser en interne les démarches de participation et quelle est la valeur décisionnelle qu'on souhaite donner à cette démarche. Imaginons qu'on veut lancer, on veut faire un diagnostic sur la santé mentale des jeunes, mais vous disposez pas beaucoup de temps pour le faire. Donc l'objectif à atteindre, c'est vraiment un diagnostic, donc c'est de récolter de l'information. Donc par exemple, un questionnaire, pour le coup, est assez facile à mettre en place et est une bonne idée pour récolter de l'information. Le public qu'on vise, c'est les jeunes. Donc, la communication va plutôt être sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, ou alors en partenariat avec les écoles, ce genre de choses. Donc, on a dit qu'on n'avait pas beaucoup de ressources. Donc, un questionnaire, pareil, c'est assez facile à mettre en place. On peut facilement faire aussi le traitement du questionnaire. Et la valeur décisionnelle, par exemple, ça peut être, on veut simplement orienter les politiques qu'on va mettre en place et de sonder un peu, voilà, faire un diagnostic, voir si on est dans la bonne direction. Voilà. Donc c'est comme ça un peu qu'on détermine étape par étape le projet participatif qu'on veut lancer. Euh, voilà. Emma, je te laisse prendre la parole sur le retour d'expérience de la ville d'Amboise. Eh bien, merci beaucoup, Emeline. Donc, rebonjour à tous et à toutes. Je me représente peut-être pour les gens qui n'étaient pas là, mais je m'appelle Emma Delière et je travaille à la ville d'Amboise. Et je suis chargée de mission en démocratie participative. Donc voilà, je remercie Cap Collectif de m'avoir invité à partager l'expérience parce que c'est toujours hyper intéressant de pouvoir échanger sur nos pratiques et tout ça. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce qu'on est bon? Vous voyez bien? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Euh, du coup, juste pour structurer un peu la présentation, je vais présenter la commune et ses caractéristiques, comment on organise les démarches participatives en interne, euh, la volonté politique qu'il y a eu derrière les projets participatifs, des exemples de projets qu'on mène, aussi en lien avec Cap Collectif, du coup, ce que nous a apporté la plateforme. Et puis, si c'était à refaire après 2 ans de participation, ouais, qu'est-ce qu'on ferait différemment? Donc pour présenter Amboise, c'est une ville de 13 000 habitants dans le 37, donc dans l'Indre-et-Loire, donc entre Tours et Blois. C'est une ville qui est très touristique, avec 1,5 million de touristes par an, ce qui modifie un peu on va dire les rapports dans la ville. On a aussi 2 quartiers prioritaires. Euh, et voilà, il y a plein de quartiers dans la ville qui ont vraiment des identités spécifiques, des quartiers résidentiels, mais avec des gens qui sont là depuis très longtemps. Enfin, voilà, beaucoup de spécificités. Euh, et pour le contexte politique, en fait, donc en 2023, il y a eu des élections partielles, enfin des élections euh, au milieu du mandat parce que le maire précédent a démissionné. Donc le maire actuel a été élu en 2023 et donc avec son équipe, ils avaient 3 ans pour réaliser des projets et dedans il y avait lancer des démarches de participation citoyenne. Euh, donc voilà, ils ont été assez ambitieux en 3 ans. Ils voulaient lancer pas mal de choses sur plein de sujets, dont la participation. Euh, Après, il y avait quand même un historique autour de la participation, puisque à Amboise, on a un conseil des sages depuis 2002. Donc c'est une assemblée de personnes à la retraite, une assemblée consultative. Et puis la mairie précédente était quand même dans la consultation, notamment avec les associations sportives, elles étaient très impliquées déjà dans les décisions et tout ça.
Et donc là, c'était un peu la suite logique pour ce maire. Moi, j'ai été recrutée en mars 2024 en tant que chargée de mission démocratie permanente. Donc le terme démocratie permanente, en fait, il évoque, il se place un peu pour contrebalancer la démocratie représentative, où on élit quelqu'un dans une commune pour 6 ans. Et là, démocratie permanente, c'est tout le reste du temps, ben, comment on participe à la vie de la commune. Donc moi, j'ai été recrutée, donc je suis la chargée de mission qu'on voit là au milieu de l'écran. J'ai mon bureau qui est au sein du service sport et vie associative, parce que j'ai quand même un lien fort avec les associations, mais je suis pas rattachée hiérarchiquement à ce service. Et je suis plutôt sous la direction de la direction générale, donc de la DGS et du directeur de cabinet, qui lui, vu qu'il a en charge quand même toute la communication publique, il est très investi dans cette mission. Et ensuite, j'avais 2 élus, donc ça a un peu changé là avec les élections, mais bon, c'est toujours le même fonctionnement. Il y a un adjoint qui fait la culture et la démocratie participative, et il y avait une conseillère municipale déléguée. Je rajouterais que pour le conseil des sages dont je m'occupe, il y a un autre élu, un autre conseiller municipal, et pour plutôt les projets de voirie, de consultation autour d'urbanisme, de voirie, il y a encore un autre élu. Donc voilà, vu que c'est des sujets très transversaux, ça touche à pas mal de délégations. Euh, Pourquoi mener des projets participatifs? Euh, Nous, c'est vrai que il y a 2 types de projets, on va dire, à la ville d'Amboise. Il y a vraiment des projets dont je m'occupe moi, qui sont vraiment des projets purement participatifs, comme le budget participatif, les diagnostics en marchant, c'est des visites de quartier, le projet de territoire où voilà, on va vers les gens, on leur propose des dispositifs pour qu'ils puissent exprimer leurs besoins, leurs projets, voilà. Et il y a un deuxième volet qui est intégrer de la participation aux dispositifs qui existent déjà. Donc, et là, c'est plutôt moi qui assiste des services dans l'intégration de la participation. Donc là, par exemple, j'ai mis plutôt des choses qui concernent les services techniques, les bâtiments, la voirie, des choses comme ça. Mais j'assiste notamment le service culturel sur l'organisation d'un festival de théâtre participatif. Euh, voilà, donc ça peut toucher plein de services. Et là, moi, je suis plus en support que en chef de projet, on va dire. Donc ça, c'est un peu les 2 types de projets qu'on mène. Ensuite, pour parler de quelques exemples de projets participatifs qu'on a menés, j'ai pris des exemples volontairement, comment dire, accessibles, enfin, qui n'ont pas nécessité de grands moyens, etc. C'est pas comme un budget participatif, par exemple, mais qui ont quand même bien fonctionné. Donc le premier, c'était un système de questions-réponses sur le schéma cyclable de la ville. Donc à Amboise, il y avait très peu d'infrastructures pour les cyclistes. Et donc, il y a eu plein de travaux et tout ça. Et donc pour accompagner un peu ces changements, parce qu'il y avait vraiment des zones de tension entre les usages, les élus, ils ont voulu qu'on mette en place un système d'échange. Donc on a fait sur la plateforme un système de questions-réponses. Euh, Donc en interne, comment ça se passait? Moi je recevais les questions, je les envoyais à l'élu concerné qui y répondait, et moi je postais la réponse. Donc c'était pas très très compliqué. Et voilà, c'était pour accompagner en fait des changements, ouais, des changements d'usage. Bien sûr, ça s'est accompagné de démarches en présentiel puisqu'on a fait des permanences au marché, des déambulations. On est allé un peu donner des flyers pour expliquer sur les lieux de tension et en proposant de poser leurs questions. Donc voilà, là c'est un exemple de question. Donc en dessous on voit la question et au-dessus la réponse de l'élu. Voilà, donc ça, comme disait Emeline, ça nécessite aussi d'avoir des élus impliqués. Alors ils sont pas tous comme ça, mais là c'est vrai que l'élu en charge des mobilités douces, il est
très très actif sur le sujet et très dans la pédagogie. Donc il était vraiment très disponible pour répondre aux questions. Donc c'était pas mal. Un autre projet que je voulais partager, c'était la rénovation de la salle Clément Marot. Donc c'est une salle qui a brûlé à Amboise quand il y a eu des émeutes, bref, il y a quelques années. Et c'était une salle qui était très utilisée par les associations et par les habitants d'un quartier. Du coup, on a fait une consultation, donc avec un questionnaire, et puis surtout, moi, je suis allée sur place avec la médiatrice pour rencontrer les habitants qui habitent autour, qui l'utilisaient, euh, pour en fait savoir comment on allait la rénover, qu'est-ce qu'il fallait changer à l'intérieur, quels étaient les besoins, les usages qui méritaient d'être approfondis. Donc voilà, et ensuite il y a eu un compte rendu qui a été transmis au service bâtiment pour quand ils ont ouvert le marché public, etc. Donc voilà, c'était un projet aussi hyper intéressant. Euh, pour ces projets, tous nos projets, ce que la plateforme elle nous apporte, c'est qu'elle est vraiment très complémentaire, je trouve, de la pratique en présentiel. Euh, En fait, c'est les deux, je trouve qu'ils sont indissociables parce qu'ils touchent vraiment enfin des personnes qui n'iraient jamais, par exemple, sur l'ordinateur, mais il y a des gens qui se déplaceraient non plus pas à des événements ou à des visites de quartier ou quoi, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit parce qu'ils n'ont pas la possibilité. Enfin, il y a beaucoup de raisons. Donc en fait, pour moi, c'est absolument nécessaire d'avoir toujours une version des questionnaires, des choses, une version papier, mais c'est aussi hyper important de pouvoir le proposer en ligne. Donc je trouve que c'est voilà, très complémentaire. Et puis en fait, oui, la plateforme, ça nous permet vraiment de tout centraliser dessus, d'être la porte d'entrée. Voilà, et puis même en interne sur l'organisation, c'est moi qui l'administre et c'est pas le service com. Ça leur rajoute pas non plus une tâche supplémentaire parmi d'autres. Moi, ça me permet d'avoir aussi un peu la main sur sur ça. Donc c'est vraiment très intéressant. Euh, et donc là, c'est ce qu'on en a tiré, les grands enseignements. Euh, Moi, les points positifs vraiment que j'en retire, c'est tout le lien social qu'on a pu créer. Notamment, on fait des visites de quartier, donc des diagnostics en marchant dans beaucoup de quartiers. Et là, on discute avec les gens et même si c'est de manière informelle, ben, en fait, ça permet de prendre la température sur la ville, sur l'organisation de la ville, même sur le voisinage. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Et je trouve que finalement, on n'a pas tant d'espace dans la vie de tous les jours pour parler de la ville, de la vie de la ville, de l'organisation, de la voirie. Enfin, voilà. Et du coup, d'avoir pu créer des espaces où les gens peuvent s'exprimer, euh, ça, c'est vraiment très positif. Même le budget participatif, par exemple, donc il y a un appel à projet pour les citoyens. Bah, finalement, des fois, on a des demandes qui ressortent dans le budget participatif qui sont pas vraiment dans le cadre du dispositif, mais qui sont le témoignage de d'autres choses, d'autres problématiques. Et c'est bien d'avoir un espace pour les entendre et surtout, c'est un espace où il y a un retour. Donc même si les projets sont pas retenus pour le vote, il y aura un retour qui sera fait. On peut prendre attache avec les gens par ailleurs. Donc ça, c'est vraiment les côtés positifs. Ensuite, à refaire, ce qu'on ferait un peu différemment, euh, moi, ce serait, oui, anticiper les retours et comptes rendus, parce que je me suis rendu compte que les délais de validation des fois étaient très très longs pour de simples comptes rendus. Enfin, voilà, ça passe par l'élu, ça passe par le cabinet, ça passe par plein de choses. Et en fait, c'est pas du tout comment dire, c'est pas du tout le timing des gens en fait, parce que si on envoie le compte rendu 2 mois après, ça n'a aucun sens après une démarche. Donc ça, ce serait ouais de beaucoup plus anticiper et vraiment dire que c'est important d'avoir le un retour direct en fait. Et ensuite, oui, ce serait de associer, sensibiliser les services dès les débuts de la démarche, puisque, par exemple, le budget participatif, c'est quand même un dispositif qui est assez lourd en termes d'organisation. Donc, c'est un appel à projet. Donc, on recueille les projets, après on analyse leur faisabilité avec les services, et après on les soumet au vote.
des habitants et les projets qui ont le plus de votes, ils sont réalisés. Et dans cette réalisation, du coup, ça peut être vraiment perçu comme un surplus de travail par les services, alors même que ça a pu être anticipé, mais voilà, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens en fait qui comprenaient pas trop le but de la démarche, mais sans méchanceté en plus même, mais voilà, et je pense que à refaire, ben, j'aurais peut-être passé plus de temps au début, avant de lancer le budget participatif, j'aurais passé plus de temps à, je sais pas, sensibiliser mes collègues, à leur expliquer le principe, et puis à ce qu'on se trouve à un fonctionnement qui nous convienne à tous, plutôt que de se lancer un peu à corps perdu dans le dispositif, et puis en fait de se rendre compte qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas embarqués. Après, en fait, comme j'expliquais, quand moi je suis arrivée, c'était vraiment l'objectif de lancer les dispositifs, quoi, vu qu'il y avait très peu de temps, il y avait 2 ans et demi de mandat, quoi. Donc il y avait très peu de temps, donc c'est aussi le contexte qui a fait que. Mais du coup, c'est pour ça que mon conseil principal, entre guillemets, si je peux me permettre, ce serait, et à refaire, si je devais relancer une démarche de participation, ce serait vraiment de définir en amont avec les élus pourquoi ils veulent faire participer, jusqu'à où ils sont prêts à aller, sur quel sujet, et, euh, et vraiment quels sont les besoins du territoire, parce que ça dépend vraiment des endroits. Est-ce qu'on a besoin d'entendre les gens sur tel sujet, de les associer plus tout au long de l'année. Enfin, voilà, pour moi, c'est hyper important de vraiment se dire au début, ok, c'est quoi notre territoire, c'est quoi nos besoins en termes de participation, et après on peut décliner en dispositifs, plutôt que peut-être de plaquer des dispositifs qui se font ailleurs, sans savoir si ça correspond à notre collectivité en fait. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de votre écoute et je suis prête à échanger du coup. Merci beaucoup pour ce témoignage. On a une question de Valérie plutôt sur les balades urbaines. Donc, sur quel créneau avez-vous organisé les balades urbaines, les ateliers, quels sont les horaires ouvrés du bureau, soir, week-end, etc. Alors, pour les balades, enfin pour les visites de quartier, on faisait ça plutôt le soir. Donc, les diagnostics en marchant, en fait, c'est un dispositif qui est obligatoire dans les quartiers prioritaires. Donc, il se faisait déjà dans les quartiers prioritaires par le service politique de la ville et que le maire a voulu développer dans les autres quartiers. Donc, dans les QPV, je sais que c'est souvent l'après-midi. Nous, on faisait ça le soir à partir de 18h, souvent. On faisait 18h, 20h, mais souvent ça finissait quand même avant. Et on faisait que un circuit et on faisait pas de temps après de où on s'assoit, où on discute et tout ça, parce que souvent, bah, les gens avaient envie de rentrer chez eux. Donc voilà, on faisait ça vers 18h. Et pareil, les ateliers, c'était souvent le soir, 18h30, 19h parfois. Bon, ça fait un peu tard. Voilà. Plein d'autres questions. Je prends juste celle-là parce que du coup, c'est en lien avec les diagnostics en marchand. Je reviendrai à celles, les autres après. Donc, une question d'Alban. Quels sont vos critères pour déclencher un diagnostic? Sujet de travail, tension, projet à venir et qui participait? Agents de participation, élus, acteurs locaux. Alors sur les diagnostics en marchand, oui, souvent c'est des tensions. Les quartiers ils étaient identifiés par le cabinet du maire pour l'instant. Et c'était aussi quand il y avait des demandes d'habitants. On a déjà des habitants qui nous ont demandé d'en faire un. Donc c'est comme ça qu'on les a identifiés. Et donc on a invité les élus, donc en priorité les élus voirie, environnement, mais tous les élus étaient conviés, donc les habitants et les services techniques et moi. Donc services techniques, c'était surtout les chefs de service voirie, environnement, urbanisme, qui arrivaient souvent à se libérer quand même, pas tout le temps. Et aussi primordial la police municipale. Et après c'était il y a combien de donc qui venait peut-être, je sais plus. Oui, c'est ça. Qui participait? Agents de participation, élus, acteurs locaux, etc. Oui, après, on a invité du coup les associations de quartier, souvent qui étaient vraiment un grand relais de ces diagnostics en marchant. Et voilà, selon les quartiers, ça marchait plus ou moins. Mais maintenant, le dispositif, il est assez connu des gens, donc il y a beaucoup de monde. Voilà.
Ensuite, une question de Manon. Ça, c'est plutôt une question côté Cap Collectif. Donc, ne peuvent voter que les habitants disposant d'un compte sur la plateforme. Donc, non, on a un vote sans compte selon certaines modalités qu'on va mettre en place. On vous enverra tout ça si ça vous intéresse, la documentation de Cap Collectif. Ensuite, on a une question d'Ophélie. Comment réussir à dynamiser les conseils de quartier? Alors nous, on n'a pas de conseil de quartier à Amboise. Enfin, il y a eu, ils en ont fait dans les QPV il y a longtemps, en 2016, et ça n'a pas trop fonctionné comme dans beaucoup de communes. Par contre, moi, je m'occupe d'un conseil des sages, donc c'est une assemblée aussi, et j'avais comme mission en arrivant de le dynamiser parce que c'est vrai qu'il était un peu en sommeil et tout ça, et ce que moi j'ai pu faire, c'est vraiment leur apporter un soutien fort sur la méthodologie de leur projet, parce qu'en fait ils avaient des projets mais ils savaient pas trop à qui en parler. Enfin, tout était un peu flou, donc j'ai fait intervenir des collègues ou des gens de d'autres structures, et aussi en recadrant un peu les assemblées. Enfin, voilà. Mais ça s'est fait plutôt au fil de l'eau. Et par contre, c'est pas un conseil vraiment de quartier. Merci. Ensuite, on a une question. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur le budget participatif? Quel est le montant alloué, donc par exemple, le pourcentage du budget d'Invest et combien de projets? Quel type de participation? Merci, plein de points d'exclamation. Oui, sur le budget participatif, on est sur un montant de 50 000 euros. Euh, j'ai pas du tout en tête quel pourcentage ça fait, je sais plus du tout. Euh, donc 50 000 euros, c'est 30 000 euros maximum par projet parce qu'on voulait qu'il y ait plusieurs projets. On est à 2 éditions pour l'instant, avec à peu près 400 votants à chaque fois. On avait entre 35 et 40 projets proposés au départ. Ensuite, à l'issue de la phase d'analyse, on en avait entre 10 et 20, on va dire, pour être large. Euh, et après, on a eu 7 projets lauréats en la première édition et 11 la seconde édition. Donc, c'était beaucoup de petits projets, entre guillemets, des petits montants. Euh, voilà. Et là, on va lancer l'évaluation du budget participatif, vu qu'on a eu 2 éditions qui se sont un peu enchaînées. Là, en 2026, va prendre du recul sur tout ça. Et pour pouvoir peut-être en relancer en 2027. Aussi le temps que les projets se réalisent, parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Voilà. Et comment vous allez du coup évaluer le budget participatif, enfin, selon quels critères, selon quel type d'outils? Ouais. Il y aura toute une analyse quantitative sur les taux, enfin, ouais, les taux de participation, combien de votes papier, combien de votes numériques, les utilisations. Et après, on va faire un questionnaire et puis je vais faire des entretiens approfondis avec certains acteurs particulièrement marquants, des porteurs de projets, pourquoi pas des votants s'il y a des gens intéressés, pour avoir un peu un retour plus approfondi de leur expérience. Oui, c'est vrai qu'on voit que cette pratique, enfin, voilà, on met de plus en plus l'évaluation des démarches de participation, surtout des budgets participatifs, notamment des questionnaires avec des entretiens, des focus group comme on appelle. Et ça me fait penser, le dernier webinaire qu'on a fait, c'est sur l'évaluation justement des budgets participatifs avec la ville de Dijon et le département de l'Ille-et-Vilaine, qui ont deux pratiques assez différentes dans la manière d'évaluer. Donc, si ça vous intéresse, on pourra aussi vous envoyer le replay ou en tout cas le lien vers l'article qui parle justement de l'évaluation et l'importance aussi de le faire pour itérer et garder le nombre de participants, etc. Ensuite, on a deux questions de Valérie, du coup, je vais un peu les grouper. Vous travaillez en atelier sur des supports type plan-jeu. Plan et jeu, c'est ça? Ouais, j'imagine que c'est plutôt sur les méthodes d'animation. Oui. Oui, en atelier, quel support? Ben là, par exemple, on va faire un atelier d'urbanisme, oui, sur des plans, avec mon collègue de l'urbanisme.
Et après, moi, j'ai animé des ateliers participatifs l'an dernier sur un projet de territoire qu'on avait qui s'appelait Amboise 2040. Donc, c'était un peu des ateliers prospectifs sur la ville. Et donc là, les méthodes d'animation, oui, c'était de la facilitation et on avait fait des World Café, des choses comme ça. C'était des méthodes ouais, d'animation et de facilitation. Voilà, mais pas. Et j'avais fait un jeu dans un centre social de la ville où j'étais allée. J'avais créé un jeu qui s'appelait le mini budget participatif et c'était des cartes. Et en fait, les gens étaient en groupe et ils devaient créer un projet avec des contraintes. Et ça avait hyper bien marché. Enfin, hyper bien marché. Sur le groupe, en tout cas, ça avait plu. Euh, voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je m'appuie pas assez, mais qui est intéressant. Oui, c'est vrai que l'intelligence collective, surtout dans le cadre d'un budget participatif, où parfois c'est difficile déjà de faire voilà, le budget Mm. d'investissement, budget de fonctionnement, ça nécessite, je vois ta tête, mais ça nécessite quand même de l'accompagnement pour faire, voilà, c'est vraiment de l'acculturation au budget des collectivités. Mais c'est aussi comment convertir des idées en projets. Et je sais que la ville de Rennes, par exemple, le fait très bien en termes d'accompagnement. Et nous, on a aussi déjà fait des ateliers justement d'idéation pour aider les citoyens à vraiment formuler le projet selon le règlement tout simplement du budget participatif. Et on avait créé un jeu, je ne sais pas si vous connaissez le Dixit, où le Dixit, c'est vraiment des images ou vraiment une libre imagination. Et en fait, on se basait sur ces cartes-là pour essayer d'identifier un besoin. Et ensuite, avec plusieurs questions, avec plusieurs, justement, le Word Café, le chapeau de Bono, donc toutes ces méthodes d'intelligence collective, d'essayer d'extraire des projets. Et c'est vrai, quand une collectivité lance un premier budget participatif, c'est important, si on a les moyens, hein, évidemment, d'accompagner via des ateliers parce que c'est des choses qui peuvent être nouvelles, difficiles à concevoir et en plus, voilà, ça permet d'acculturer aussi au fonctionnement d'une ville, les compétences aussi des collectivités qui sont parfois pas évidentes, même pour moi. Donc c'est vrai que c'est important de faire des ateliers. Du coup, on a aussi une question de Valérie. Donc, vous invitez via affichage, réseaux sociaux. Est-ce que vous arrivez à mobiliser des participants identiques sur la durée pour suivre l'avancement du projet? Euh, c'est une très bonne question. Alors pour mobiliser, ça dépend vraiment des dispositifs. Donc par exemple les diagnostics en marchand, oui, c'est réseaux sociaux, affichage dans le quartier et surtout boitage dans toutes les boîtes aux lettres du quartier. Budget participatif, là pour le coup, c'est des affichages vraiment sur le temps long. C'est dans les écoles et on envoie des mails aux acteurs locaux, aux associations et tout ça. Donc la méthode de mobilisation elle change selon le dispositif. Et c'était quoi, pardon, après Du coup, est-ce que vous arrivez à mobiliser des Ah oui. participants identiques sur la durée pour suivre l'avancement du projet? Non, ça c'est vrai que on n'arrive pas trop. En fait, pour le budget participatif, on a une commission de suivi. Donc c'est un groupe qu'on constitue, qui est constitué de 3 agents de la ville, 3 élus et 3 habitants tirés au sort. Donc on tire au sort une trentaine d'habitants. On leur écrit et puis souvent, et puis on a 3 réponses en général. Enfin les 2 fois en tout cas, on a eu 3 réponses. Donc ça nous crée un groupe pour le budget participatif, pour étudier l'analyse des projets, etc. Et c'est vrai que après ce groupe-là, en fait, on le réunit 2 fois, peut-être en 2, 3 mois, et on a du mal après, ouais, à les mobiliser sur d'autres choses. Donc non, on a des gens assez différents selon les dispositifs. C'est pas les mêmes qui vont venir aux ateliers à la maison des associations que ceux qui sont dans les visites de quartier. Donc non, mais on n'a pas à part le Conseil des sages, on n'a pas de dispositif qui nécessite de venir régulièrement. Ensuite, on a toujours une question sur la mobilisation. Tu as un peu répondu, mais voilà, donc c'est vraiment sur quel canal diffusez-vous le lien pour la plateforme? Je pense que c'est vraiment ciblé le lien avec le numérique. Est-ce que par exemple c'est uniquement sur les réseaux sociaux, sur votre site? Est-ce qu'il y a du tractage? Et surtout, quel canal fonctionne le mieux pour vous et et pour le public? Oui, c'est ça, c'est réseaux sociaux. Sur le site internet de la ville, il y a le relais. Et puis sur les affiches des événements participatifs ou du budget participatif, il y a un QR code. Euh,
Et ce qui marche le mieux, c'est pas les réseaux sociaux, il me semble. Parce que sur la plateforme, on peut voir par quel canal les gens atterrissent sur les pages. C'est pas vraiment les réseaux sociaux, souvent c'est le site de la ville ou c'est un lien direct. Donc voilà, moi aussi j'envoie le lien. Et je pense que c'est aussi par là que les gens y rentrent. On a du coup, pareil, une question sur les élus avec la question de Candice. Avez-vous des conseils pour rassurer les élus quant à la mise en place d'un budget participatif? Nous aimerions dynamiser notre plateforme avec ce dispositif, mais n'avons pas de recul pour pouvoir leur proposer le projet clé en main. Euh, je pense que c'est bien de se rapprocher de communes de la même taille, enfin de la même envergure en tout cas, pour voir déjà comment ça s'est passé là-bas. Moi, je sais qu'avant de le lancer, j'avais fait des visios avec d'autres communes qui avaient fait des budgets participatifs pour un peu pour pouvoir se projeter. Et après, pour avoir le projet clé en main, budget participatif, c'est quand même un dispositif où il y a un certain recul, entre guillemets, parce que ça fait quand même pas, peut-être dans des villes 10 ans ou 15 ans qu'il y a des budgets participatifs dans les très grandes villes. Donc, il y a quand même beaucoup de documentation sur Internet qui permettent vraiment de se projeter. Après, souvent, dans la pratique, bah, voilà, ça se passe pas exactement comme ça. Mais, ouais, je pense qu'il y a possibilité de monter un pré-projet très carré avec un benchmark et avec vraiment des étapes, des durées, des scénarios et tout ça. Voilà, je sais pas si ça répond à la question. Oui, c'est vrai que pour le coup, je te rejoins, c'est un modèle quand même qui est éprouvé, il y a beaucoup de documentation. Et Candice, si ça vous intéresse, on a lancé un baromètre du budget participatif qui compare toutes les collectivités qui ont été chez Cap Collectif et on compare par exemple la durée moyenne de la phase de dépôt, quel type de vote, quel est le pourcentage de refus et pour quelles raisons. Donc ça peut aussi vous aiguiller sur justement de créer ce projet. Clé en main. Et c'est vrai que le budget participatif suit quand même des étapes très précises et avec toute la documentation, vous pouvez, je pense, facilement, entre guillemets, construire ce projet. Ouais, ça dépend aussi, pardon, juste les craintes des élus. Enfin, ça dépend sur quoi portent leurs craintes aussi, quoi. Est-ce que c'est bah, de mettre de l'argent et ils savent pas dans quoi il va être dépensé? Ça, c'est sûr que c'est une acculturation, euh, enfin, qui peut être difficile. Donc, ça dépend aussi de leurs craintes pour pouvoir bah, essayer de les convaincre. Euh, Ensuite, il y a une question, pardon, je lisais un message de Marie en même temps. Vous mentionnez un travail avec la médiatrice pour la rénovation de la salle Clément Marot. Est-ce que vous pouvez détailler votre travail ensemble sur le terrain, s'il vous plaît? Oui, oui. Du coup, alors ça pour moi c'est un aspect hyper important. Du coup, à Amboise, donc il y a deux QPV. Donc on avait, quand je suis arrivée, il y avait deux médiatrices qui avaient des contrats adultes relais, donc en lien avec la préfecture et l'État. Enfin voilà. Et donc ces médiatrices, elles sont dans les quartiers prioritaires. Elles sont le relais des actions municipales, mais elles sont beaucoup au contact des habitants. Elles vont parler aux gens dans la rue. Enfin voilà, font un travail de médiation. Et du coup, moi, je me suis beaucoup appuyée sur elles pour les budgets participatifs et pour même toutes les concertations, parce qu'en fait, elles connaissent très bien beaucoup de monde. Et, donc, voilà, donc maintenant, il n'y en a plus qu'une, malheureusement. Et donc, pour le travail qu'on avait mené ensemble, ben, moi, j'avais fait des rendez-vous avec elles, euh, donc avec leur supérieur, qui était le responsable politique de la ville, pour leur expliquer le dispositif du budget participatif. Et si, en fait, elles ont beaucoup de retours d'habitants sur des besoins ou des choses comme ça. Et en fait, le budget participatif, c'était une porte d'entrée pour proposer des projets. Donc la première année, on n'a pas eu trop de projets dans les quartiers prioritaires, mais la deuxième année, on en a eu énormément et je pense qu'il y a eu le travail des médiatrices a beaucoup contribué à ça. Donc voilà, moi je leur parlais du projet, je leur donnais toute la documentation. Pareil pour le vote, des bulletins de vote ou sur le téléphone qu'elles puissent faire voter les gens. Et puis souvent j'allais avec elles aussi pendant une après-midi rencontrer les habitants pour parler bah, du budget participatif ou d'autres concertations comme Clément Marot. Voilà, pour moi, c'est un lien qui est hyper important. Merci. Est-ce qu'on a une question aussi de François? Les habitants et habitantes ont-ils une place dans les commissions? Laquelle? Comment?
comment sont-ils associés, pardon. Non, ils n'ont pas de place dans les commissions municipales. C'est vrai que je trouve que c'est hyper intéressant comme dispositif, mais là, je pense pas que les élus soient prêts à passer ce cap. Donc non, il n'y a pas de place enfin, officielle des habitants dans les commissions. J'avais pas vu la question de Marie sur le budget participatif. Beau taux de participation. Comment mobilisez-vous les habitants sur le vote? Sur le vote, du coup, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment la complémentarité du vote numérique et d'une campagne numérique en lien là avec le service com sur le vote et avec de la présence sur le terrain entre guillemets. Donc on fait de la com assez régulièrement sur le vote. Il y a des affiches pendant tout le mois de vote dans toute la ville. Et ensuite, moi je fais passer l'info à toutes les assos, aux directions d'école. Et après, je vais aux événements, à tous les événements que je peux. Je vais sur les marchés, on a un stand. Je vais avec les médiatrices du coup sur le terrain. Des fois, il y a des fêtes de quartier, des choses comme ça, j'y vais. Euh, voilà, c'est beaucoup Grande de. mobilisation. Ouais, en fait, je m'appuie sur. Ouais, cette période, elle est souvent assez dynamique et je m'appuie sur tout ce qui existe et j'essaie de m'y rendre. Soit j'ai un stand un peu officiel, soit j'y vais un peu comme ça, entre guillemets, avec mon badge et puis je vais voir les gens. Euh, voilà. Ensuite, on a une question de Marie de la ville de Morlaix. Quel est le degré de participation pour le Conseil des sages, consultation, construction de projet? Y a-t-il un budget associé pour des projets? Alors, euh, il y a pas de budget pour le Conseil des sages dédié par année, mais selon leur projet, on peut attribuer une somme. Et leur degré de participation, donc c'est plutôt de la consultation sur des sujets. En général, c'est les élus qui se posent une question, style, tiens, qu'est-ce qu'il faudrait comme éclairage public dans la ville? Un peu des questions globales, qui sont pas que techniques, mais aussi un peu, bah, enfin, des préconisations en fait. Donc les sages après ils étudient, ils font enfin, ils travaillent sur un rapport. Et donc ça c'est consultatif uniquement. Et après ils peuvent aussi travailler sur des projets. Donc là par exemple on a un groupe qui travaille sur un projet d'exposition. Donc ils préparent des panneaux, ils font toutes les recherches, exposition historique. Donc en lien avec le service patrimoine. Donc là pour le coup c'est un projet concret. Enfin voilà. Et là il y a un budget qui a été alloué parce que ça fait depuis l'an dernier. Donc on a alloué un budget pour les panneaux. Donc voilà, donc il y a plusieurs niveaux selon eux aussi ce qu'ils ont envie. Du coup, Marie aussi réagit. Donc, quelle est la part des seniors dans la population de à Amboise? Euh, je ne sais, je sais plus. Je sais que la population, en fait, qu'à Amboise, les moyennes, elles sont assez proches des moyennes nationales. Mais je sais qu'on a aussi pas mal de jeunes retraités, souvent parisiens, qui viennent s'installer à Amboise. Donc, euh, donc voilà. Par contre, la part en pourcentage, là, je l'ai pas en tête, mais je peux peut-être la retrouver rapidement. Voilà. Du coup, si tu cherches, j'ai vu une question qui est plutôt pourrez-vous donner des sources pour la méthodologie et des exemples de supports? Je ne sais pas si toi, tu as dispo. Nous, Valérie, on a euh, un blog de Cap Collectif où il y a énormément de sources méthodologiques. Ça dépend ce que vous cherchez, si c'est plutôt budget participatif, etc. Mais on pourra vous envoyer le lien du blog. Et on va aussi vous envoyer le lien où il y a nos webinaires, les replays qui abordent beaucoup de sujets comme les assemblées citoyennes, aller chercher les jeunes, comment dépasser du coup le toujours les mêmes, etc. Donc c'est assez riche si vous... Et puis voilà, il y a aussi toutes les sources des RNBP dont Marie parlait sur les budgets participatifs. Euh,
Je ne sais pas aussi si vous connaissez l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne, donc l'ICPC, qui font énormément de méthodologie sur les démarches de participation, qui abordent des questions, par exemple, sur le genre, sur la perspective des élections de 2026 pour la participation citoyenne. Donc voilà, on pourra vous envoyer des liens pour aller chercher tout ça. Tu as réussi à trouver. Oui. Oui, du coup, c'est quand même ouais, ouais, 30% de la population qui a plus de 60 ans, quand même. Quand même. Ouais. Je sais pas quelle est la moyenne nationale. Je l'ai pas en tête, moi. Moi non plus. Mais c'est moins, il me semble. Je reprends du coup sur la Convention des sages, une question de Françoise, comment est consulté votre Conseil des sages sur la base du volontariat? Oui, c'est sur la base du volontariat. Là, moi, je suis en plein dans l'appel à candidature. Donc, s'il est renouvelé à chaque mandat, en fait, il est vraiment en lien avec le maire, même si c'est un groupe qui est apolitique, bien sûr. Enfin, voilà. Mais c'est renouvelé à chaque mandat. Donc là, le précédent conseil a été dissous et on fait un appel à candidature dans le magazine et sur Internet. Et moi, je renvoie aux gens qui étaient déjà dans le conseil des sages. Euh, et, euh, et voilà, oui, c'est sur la base du volontariat. Je sais que la direction là voulait mener un peu un travail sur peut-être la parité dans le conseil des sages parce qu'effectivement, il n'y avait pas de parité entre les hommes et les femmes. Mais en fait, à chaque fois, il y a une trentaine de candidats. Donc, il n'y a même pas de sélection. C'est vraiment au volontariat. Et vu que c'est quand même un investissement assez important, enfin, il y en a qui sont vraiment très investis, qui travaillent beaucoup. Euh, je pense que c'est dur de... Enfin, bon, voilà, faudrait réfléchir à voir comment on pourrait faire autrement. Alors, ensuite, une question de Céline, est-il possible d'avoir un exemple de fiche de poste pour une chargée de mission participation citoyenne? Je sais pas, Emma, si tu as une réponse, mais sinon, je sais que à l'ICPC, donc sur LinkedIn, ils centralisent toutes les demandes en lien avec les démarches de participation. Du coup, vous allez beaucoup retrouver des fiches de poste des chargés de mission. Si vous voulez comparer, vous pouvez aller voir voilà, donc, l'ICPC ou sur Décider Ensemble aussi, qui centralise les recherches d'emploi dans ce domaine-là. Moi, j'avais pas de fiche de poste quand j'ai commencé. J'avais plus un tableau avec des missions, des objectifs et tout ça. Et là, c'est vrai que pour mes entretiens, j'ai dû constituer moi-même la fiche de poste. Donc voilà, je pense que... Enfin, mais je l'ai pas, j'ai pas de fiche de poste officielle en fait à partager. Et Valérie nous dit que c'est environ 22% le niveau national pour les plus de 65 ans. Merci Valérie d'avoir d'être allée chercher l'information. Euh, alors, il nous reste 5 minutes, donc je vais pas pouvoir prendre toutes les questions. Je vais faire le plus rapidement possible. Donc, une question de Rosine. Est-ce que les idées thèmes des ateliers viennent des élus ou est-ce que c'est vous qui faites les propositions? Oui, quand on avait fait les ateliers Embauche 2040, c'était un travail concerté entre l'élu qui s'occupait du projet et moi. Euh, voilà, et après on restait ouvert aussi à des nouvelles thématiques si elles émergeaient euh, avec les habitants. Une question de Marie sur... elle s'excuse de ne pas avoir forcément suivi, mais est-ce qu'il y a un budget de fonctionnement dans le budget participatif ou que d'investissement? Alors oui, en fait, ce qu'on a fait pour le deuxième budget participatif, c'est que il a commencé enfin il s'est fini en, en décembre, et du coup on a pu préparer le budget en séparant. Mais de base, on avait mis 25 000 en investissement et 25 000 en fonctionnement. Et après, selon les résultats, on a pu ajuster avec le service finance pour la préparation budgétaire. Donc oui, il y a du fonctionnement et c'est notamment en fait des subventions aux associations quand c'est des projets portés par des assos qui s'occupent de tout entre guillemets. Finalement, ça devient du fonctionnement. Après, il y a quand même plus d'investissement. Oui.
Merci. Une question de François. Allez-vous vers les personnes que l'on ne voit jamais, qu'on appelle euh, pour dépasser les TLM, comme on dit, donc toujours les mêmes, comment faites-vous pour les inciter à venir? Moi, c'est avec les médiatrices que souvent je rencontre des personnes qu'on ne voit jamais, des gens qui sont isolés ou des jeunes ou des très jeunes. Euh, voilà. Après, c'est vrai que en étant limité en ressources humaines, enfin, on n'a pas forcément l'occasion d'aller vers les gens qu'on ne voit jamais. Mais par exemple, le tirage au sort pour le comité de suivi du budget participatif, on avait eu deux personnes qui étaient vraiment des gens qui n'étaient pas du tout investis dans la vie locale, qui en fait, ils dormaient juste à Amboise, mais ils travaillaient à Paris et tout ça. Et du coup, là, on avait réussi à les capter en les tirant au sort et c'était hyper intéressant d'avoir leur retour sur la ville aussi, parce que c'est des gens qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Une question de Manon. Comment identifiez-vous le citoyen de la commune s'il a voté qu'une seule fois? Alors nous, on a fait quand même sur la confiance. Je sais qu'il y a des systèmes de SMS et tout ça, enfin pour confirmer l'identité. Nous, on demande aux gens de remplir nom, prénom, adresse pour voter. Et après, du coup, en soi, j'ai la possibilité de vérifier si l'adresse correspond dans la liste électorale, ce que je fais pas forcément parce que ça fait, enfin, ce serait trop. Mais si un projet avait par exemple beaucoup de votes, enfin s'il y avait eu un peu des irrégularités, je pense que je serais allée vérifier. Euh, voilà, donc en soi, quelqu'un peut voter plusieurs fois. Après, pour un peu panacher les résultats et pour pas avoir des votes d'intérêt sur un projet, on a fait en sorte que les gens soient obligés de voter pour deux projets. Donc voilà, ça équilibre un peu. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de vérification hyper sécurisée sur ça. Mais bon, voilà, pour l'instant, on n'a pas eu trop d'enjeux à ce propos. Je vois que on approche 11 heures. Je vais juste vous partager quelques éléments avant de terminer le webinaire. Déjà, Emma, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. On vous enverra pardon, le support de présentation, évidemment le replay, les ressources dont on a parlé. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. En parallèle, nous, on lance une enquête sur prendre un peu le pouls de la participation citoyenne juste après les élections. Vous avez un QR code qui mène vers le questionnaire. C'est vraiment 2 minutes pour participer. On a besoin de votre retour d'expérience, mais aussi voilà, votre regard un peu sur le terrain pour faire un peu un bilan de est-ce que c'est une nouvelle donne pour la participation citoyenne. On vous renverra aussi le lien dans le mail suite au webinaire. Donc, comme je l'ai dit aussi, on a un cycle de webinaires et de replays disponibles. Donc voilà, vraiment sur plein de sujets différents. Et aussi sur LinkedIn où on annonce les actualités, donc les webinaires, mais aussi les nouveaux articles qu'on fait. Donc il y a vraiment différents articles d'expertise, d'actualité, de décryptage des témoignages de collectivités comme la ville d'Amboise. Et on s'était dit avec Emma aussi que suite à ce webinaire et à toutes les questions qu'on a pu prendre, qu'on allait construire un guide justement sur comment lancer une démarche participative. Ça va être un travail un peu long, donc je suis pas sûre que ce soit prêt dans un mois. Mais en tout cas, on va préparer ça toutes les deux pour que vous, voilà, vous appuyez sur ce support. Si parmi d'entre vous, vous souhaitez rapporter des éléments, n'hésitez pas à nous contacter par mail pour alimenter ce guide. Plus on a de retours d'expérience, mieux ça aidera les autres collectivités qui se posent les mêmes questions que vous.